à date, nous avons développé les règles de décision, les stratégies à utiliser pour maximiser la vraisemblance ou pour maximiser la probabilité a priori, a posteriori. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Ce n'est pas justement de choisir la structure optimale, mais de voir c'est quoi la performance de cette structure optimale. Et la performance pour un système de communication numérique, c'est la probabilité d'erreur. Donc, nous allons examiner maintenant la probabilité d'erreur. On va juste regarder le cas binaire pour maintenant et on va le généraliser plutôt plus dans la semaine qui vient. Donc, pour ce cas ici, nous sommes dans la section 3.2 et nous allons examiner deux types de modulation binaire, un choix qui s'appelle on-off keying, OOK, et antipodal, ou BPSK. Donc, pour calculer la probabilité d'erreur, et étant donné que nous parlons maintenant de la probabilité pour un cas binaire, on appelle ça le BER, la probabilité d'erreur d'un bit. Mais on analyse le bruit pour être capable de chercher cette probabilité. Donc, le bruit, on a déjà dit que c'est un bruit gaussien. Chacun des éléments dans le vecteur de bruit est gaussien de moyenne nulle avec une variance dont le nom est 0 sur 2. Chacun des coefficients dans ce vecteur de bruit sont indépendants l'un de l'autre. Donc, la densité de probabilité totale pour le vecteur de bruit est juste le produit et elle est donnée par cette expression. Donc, au départ, on veut calculer la probabilité d'erreur et ça va être déterminé par le bruit. Le bruit, c'est l'inconnu qui entre, qui va causer des erreurs de bits. Nous allons examiner deux cas, l'antipodal et l'on-off keying. Ce n'est pas les seules possibilités, mais sont ça représente les deux versions les plus communes. Donc, antipodal, à ce moment-là, nous allons, pour simplifier l'analyse, nous avons supposé que c'est une forme rectangulaire. Donc, c'est un signal qui est seulement non nul entre le temps d'un symbole et qui a une certaine amplitude qui est fixe pendant cette période-là. Donc, ça, c'est la forme d'onde que nous allons utiliser pour l'analyse, mais l'analyse est très générale. Pour S0, donc ça, c'est la logique 1. La logique 0, on va supposer juste que c'est la négative. Donc, ça va à moins A au lieu d'A. Ça, c'est l'antipodal. Deuxième cas, c'est le on-off keying. Et pour on-off keying, nous allons utiliser exactement la même forme d'onde pour le S1. Les deux sont égales. Sauf pour le S0, au lieu d'envoyer le signal quand c'est une logique 0, ça va être juste silence. On va envoyer rien pour la logique 0. Et on aimerait comparer ces deux cas. Lequel est meilleur? Et quand je parle de meilleur, maintenant, nous allons analyser la probabilité d'erreur. Donc, on va baser notre discussion, lequel est le meilleur choix, juste sur ce critère-là. Comment est-ce qu'on fait l'analyse? On va utiliser notre approche standard. On va commencer avec le processus Gram-Schmidt et chercher des bases vectorielles, une base vectorielle pour ce système antipodal. Donc, on commence avec le processus Gram-Schmidt. Le premier vecteur de base est simplement le premier symbole, mais normalisé par son énergie. Ici, on calcule c'est quoi l'énergie de notre forme rectangulaire. Donc, c'est l'amplitude au carré fois t, le temps d'une bit. Donc, on va normaliser par cette énergie-là pour arriver à une expression pour C1. C'est rectangulaire, sauf qu'au lieu d'avoir une amplitude A arbitraire, maintenant nous avons une amplitude qui est 1 sur la racine carrée de t. Très important. Les variables importantes dans l'analyse du bruit, c'est le N0 qui est une fonction de bruit et le t qui est une fonction de signal. C'est la durée de signal. Donc, c'est ces deux facteurs qui sont très importants dans un système de communication. Donc, c'est normal que les vecteurs de base sont basés sur un paramètre du système. Donc, nous avons le premier vecteur de base et pour le cas d'on-off keying, le premier vecteur de base est exactement le même. Donc, le processus est pareil dans ce cas-là. Donc, exactement la même réponse pour les deux. Les deux ont un vecteur de base qui est identique.
Nous avons trouvé un vecteur de base, mais finalement, c'est le seul vecteur de base. Parce que c'est certain que le S0 pour ici est juste le négatif de S1, donc le négatif de vecteur de base. Et pour le cas de line of King, le logique 0 est juste 0. Donc, le processus de Gram-Schmidt arrête ici et ne continue pas. Donc, les coefficients. Donc, nous avons maintenant le vecteur de base et on peut écrire les coefficients pour les deux bits, le S1 et le S0. Donc, pour le S1, on retourne l'énergie pour le S1. Donc, c'est A fois la racine carrée de T fois le vecteur de base. Donc, le A racine carrée de T représente le coefficient pour S1. Et S0, c'est juste le négatif de S1. Donc, c'est le coefficient pour les bits dans le cas antipodal. Et on remarque bien sûr que c'est un espace du signal de une dimension parce que un des vecteurs de base, un des symboles est une combinaison linéaire d'un autre symbole. Ici, la combinaison linéaire, c'est juste le négatif. Dans le cas d'un of King, encore une fois, c'est exactement le même symbole 1 parce qu'ils sont identiques. Et le symbole 0, c'est juste 0. On n'en voit rien. Donc, encore une fois, c'est un espace de signal de dimension 1. Donc, le signal reçu dans un espace de dimension 1, mais c'est très facile à calculer, nous prenons le produit interne de signal reçu avec notre vecteur de base, parce que c'est une seule dimension. Donc, c'est une corrélation, le produit interne, nous savons. Corrélation, et on a ici 1 sur R, racine carrée de T, 0 à T, de R de T, SI de T. Et dans le cas ici, étant donné que S0 et S1, c'est un juste le négatif de l'autre, c'est vraiment un qui est calculé. Donc, on a vu déjà que c'est l'équivalent de filtre adapté pour le récepteur d'échantillonnage. Maintenant, je vais représenter graphiquement notre système antipodal et notre système on-off King dans l'espace du signal. Donc, c'est un espace de dimension 1. Donc, c'est une ligne. Ça, c'est la ligne de vecteur de base C1. Et le S1, mais le coefficient, c'est A racine carrée de T qui représente la longueur de vecteur. Et le S0, c'est moins A racine carrée de T. Donc, ils sont antipodales. Un pointe dans une direction, l'autre pointe dans l'autre direction. Donc, ça, c'est une approche. L'autre, c'était l'autre approche est on-off King. Et on-off King, on a le même vecteur pour S1, mais le S0, c'est juste un point, c'est l'origine, parce qu'on ne voit rien. Donc, il n'y a pas d'énergie. L'énergie pour l'origine est 0. Donc, nous avons deux choix, l'antipodal et l'on-off King. Mais si on veut comparer les deux, il faut être juste dans la comparaison. Parce qu'il faut comparer pour la même énergie, lequel donne le meilleur rendement, le taux d'erreur binaire le plus bas. Parce que c'est certain que si je permets dans la situation qu'il envoie plus d'énergie, mais c'est normal qu'il y aura une meilleure performance. J'aimerais savoir quand je mets les deux tête à tête, avec exactement la même énergie, lequel est meilleur. Donc, comment est-ce que je vais faire une juste comparaison? Et c'est l'énergie moyenne par bit, énergie moyenne par bit que nous allons utiliser pour normaliser. Dans un cas qui n'était pas binaire, mais plus général, sera l'énergie moyenne par symbole. Mais le symbole est une bit ici. Donc, nous allons calculer l'énergie moyenne de chacun, de système antipodal et on-off King, et on va forcer que ce soit égal, que les deux finalement ont la même énergie moyenne par bit. Donc, il faut calculer c'est quoi l'énergie moyenne par bit. Premièrement, je vais lui donner un nom. Je vais utiliser le symbole EB pour représenter l'énergie moyenne par bit et je vais forcer d'avoir le même EB ici et dans l'autre cas. Donc, je commence avec le premier bit, logique 1, et je calcule c'est quoi son énergie. On a déjà fait ça, c'est A carré fois T.
E0, mais c'est juste le négatif, elle est la même longueur. Donc, l'énergie est A carré T. Donc, l'énergie moyenne par bit, c'est la moitié de E1, la moitié de E0 sont égales, donc ça donne A carré T. Donc, nous avons l'énergie moyenne par bit est égale à l'amplitude au carré fois T. Donc, on fait le même calcul maintenant dans le on-off King, mais avant ça, je vais changer de notation. Au lieu de parler d'une amplitude A, je vais tout faire référence à l'énergie moyenne par bit. Donc, étant donné que EB est égal à A carré T, chaque fois que je vois A racine carrée de T, c'est l'équivalent de dire la racine carrée de EB. Donc, maintenant, j'ai une représentation dans l'espace du signal où toutes les références et l'énergie moyenne par bit. Et c'est très important. Essentiellement, nous allons voir que ça, c'est le vrai espace du signal. Nous allons voir ça, c'est une version facile où on prend des coordonnées arbitraires qui sont faciles à calculer. Mais pour vraiment comparer une modulation avec une autre, il est essentiel de passer par la vraie représentation dans l'espace du signal. Et la vraie représentation, c'est toujours basé sur une valeur qui est normalisée. Dans le cas binaire, EB, ou ça peut être aussi l'énergie moyenne par symbole, l'un ou l'autre. Mais si quand je vois A, je sais que ce n'est pas la vraie représentation. Quand je vois EB, OK, ça c'est une normalisation correcte. Donc, on passe à l'on-off King. On-off King, on fait le calcul de l'énergie de premier symbole, exactement le même que précédent, c'est A carré T. Le deuxième, il n'y a pas d'énergie du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qui change? C'est notre énergie moyenne par bit. Donc au lieu d'être A carré de T, c'est A carré T divisé par 2. Donc, il faut que je change le coefficient pour utiliser les vraies représentations qui est basée sur normalisation utilisant EB. Donc, je remplace A racine carrée de T est égal à la racine carrée de 2EB. Donc, j'ai la racine carrée de 2EB. Donc, la distance entre l'origine et la longueur de S1 est plus longue que cette S1. Donc, quand je fais une normalisation des deux, l'espace, la taille relative, même si c'est exactement la même forme rectangulaire, si je veux comparer les deux, il faut changer ses amplitudes. Donc, ça, c'est la bonne normalisation pour l'espace du signal. OK, en résumé, la représentation dans l'espace du signal pour le cas antipodal et pour l'on-off King est donnée ici par ces deux représentations. Et on passe maintenant à un calcul très, très important, c'est la distance entre nos deux bits. Donc, finalement, c'est ce qui va déterminer la performance, c'est comment est-ce que les deux symboles ou les deux bits sont éloignés. Plus qu'ils sont loin de l'autre, même s'il y a un bruit ajouté, j'aurai moins tendance de voir une erreur parce qu'ils sont plus séparés. Donc, je commence ici dans le cas antipodal et je calcule la distance entre S1 et S0. Et je peux voir facilement dans le cas de dimension 1 que la séparation est 2 fois la racine carrée de EB. Dans le cas antipodal, même si la S1 est plus longue, parce que l'énergie moyenne, il n'y a pas d'énergie utilisée ici, donc la normalisation est fait plus longue. Mais même s'il est plus longue, la séparation est la racine carrée de 2EB. Donc ici, on a un facteur de 2 fois la racine carrée de EB. Ici, on a un facteur de 1,4 fois la racine carrée de EB. Donc, on a plus de séparation dans le cas antipodal. Donc, séparation plus grande, plus facile à distinguer, il y aura moins d'erreurs. Donc, on attend, même sans faire le calcul exact, qu'on aura une meilleure performance ici.
Donc, il faut quantifier c'est quoi exactement cette meilleure performance qui vient d'une séparation plus grande. Prenons l'exemple de récepteurs qui maximisent la vraisemblance. Donc, la probabilité a priori n'est pas connue ou c'est le même pour les deux bits. Prenons le vecteur reçu R, le même vecteur reçu dans les deux cas, supposons, et il faut choisir le signal qui est plus proche du signal reçu. Donc, par exemple ici, nous pouvons remarquer que pour les décisions comparées le statistique du test avec un seuil, nous allons mettre le seuil au mi-point des symboles. Donc, le mi-point ici, c'est l'origine. Et ici, le mi-point pour la hand of king, ça va être entre le mi-point entre l'origine et le vecteur 1. Donc, nous allons voir le vecteur reçu finalement. Est-ce qu'il est à la droite de cette seuil? Donc, je vais choisir le S1. Si à la gauche du seuil, je vais choisir logique 0. Donc, pour le même vecteur reçu, nous allons avoir deux décisions différentes dans ces deux cas. C'est normal parce que le seuil est déplacé. Ici, ça n'arrive jamais, les transmissions négatives. Donc, bien sûr, ça va être de l'autre côté. Donc, la règle de décision pour le récepteur qui maximise la vraisemblance, R plus grand que 0, ici, je veux dire le coefficient dans l'espace vectoriel de dimension 1. Si ce coefficient de vecteur reçu est positif, choisir la logique 1, si c'est négatif, choisir la logique 0. Ici, le mi-point, c'est plutôt le mi-point sera la moitié de ça, donc sera la racine carrée de EB divisé par la racine carrée de 2. Et plus grand que ce mi-point, nous allons choisir S1. Plus petit, nous allons choisir S0. Donc, nous savons maintenant la règle de décision que nous allons utiliser dans les deux situations. Avec cette règle de décision, je peux maintenant aller voir, mais c'est quoi la probabilité que le bruit est suffisant pour me pousser de le mauvais côté de cette seuil. Donc, dans ce sens-là, nous allons calculer la probabilité d'erreur. C'est de chercher la probabilité que je me trompe dans cette situation au cause d'un bruit qui a déplacé la R de mauvais côté. Donc, on fait le calcul, la probabilité d'erreur, et nous allons avec le cas antipodal, et nos règles de décision pour le cas antipodal est donnée ici en haut. Donc, la probabilité d'erreur, il y a deux choses. Je peux avoir envoyé une 0, mais avoir choisi 1 au lieu de 0. C'était vraiment un 0, mais je choisis 1. Quand est-ce que je vais choisir 1? C'est quand R est plus grand que 0. Donc ici, c'est la probabilité 0 envoyé, choisir un 1. L'autre possibilité, j'ai envoyé une 1, mais je choisis 0. Donc c'est un autre type d'erreur. Erreur type 1, erreur type 2. Donc ici, quand est-ce que je vais choisir 0? Je vais choisir 0 quand le R est plus petit que 0. Donc ici, la probabilité 1 envoyé, je vais recevoir choisir 0. Deux types d'erreurs. Mais il faut pondérer cette probabilité par la probabilité que 0 était envoyé et pondérer ce type d'erreur pour la probabilité que cette situation va arriver. J'ai la situation, 0 est envoyé, il faut pondérer par la probabilité qui est envoyée et l'autre aussi. Donc, nous avons ici choisir 1 et l'autre situation, choisir l'autre. Donc, on suppose que c'est le récepteur ML. Dans ce cas ici, c'est où la probabilité a priori sont une demi. Donc, on peut dire ML, on peut dire MAP, mais avec des probabilités a priori une demi. Mais en tout cas, l'hypothèse maintenant pour le reste de calcul, c'est en supposant que les données sont équiprobables, que les zéros arrivent aussi souvent que le 1. À ce moment-là, je mets une demi ici. Donc, je pose la question maintenant. Quand 0 est envoyé, c'est quoi l'impact sur R? Parce que 0 envoyé, j'aimerais savoir c'est quoi la probabilité que R est plus grand que 0. Mais je regarde c'est quoi R dans le cas que 0 est envoyé.
Mais quand 0 est envoyé, ça veut dire que le symbole était moins racine carrée de b. C'est ça, 0 envoyé. Mais bien sûr, il y a un bruit qui fait la perturbation. Donc, le R total sera le 100. Dans le deuxième cas, quand c'est vraiment un 1 qui est envoyé, mais le symbole à ce moment-là, ce n'est pas le négatif, mais c'est plutôt le positif, la racine carrée de EB. Donc, j'ai la pondération qui est la même pour les deux parce que je fais le calcul pour ce cas-là, c'est le plus commun, mais vous pouvez toujours faire le calcul autrement. Mais supposons que c'est équiprobable. Et maintenant que j'ai la dépendance directe sur le bruit, je peux calculer les probabilités. Pour faire ça, je vais réécrire la probabilité conditionnelle, mais j'ai la condition maintenant, R est égal à ça. Donc, je peux mettre la condition dans cette représentation pour R. Donc, nous avons simplement que le racine négatif de E racine carrée de B plus N, lui, est plus grand que 0 dans le cas ici. Et dans le deuxième facteur ici, c'est plutôt plus le racine carrée de B plus N, qui est plus petit que 0. Donc, je peux isoler le n, qui est la variable aléatoire, dans les deux équations. Et quand j'isole n, c'est une demi la probabilité que n est plus grand que le racine carrée positive de EB, plus une demi la probabilité que n est plus petit que le négatif de racine carrée de EB. Donc, la densité gaussienne est... ça, c'est la moyenne. Elle est symétrique par rapport à la moyenne et pour le bruit additif gaussien, c'est la moyenne nulle, variance sigma carré. Donc, étant donné qu'elle est symétrique, la probabilité d'être plus grand que le racine carré de EB ou plus petit de le négatif de racine carrée de EB, la symétrie, les deux sont égales. Donc, au lieu d'avoir une demi fois une chose plus une demi fois la même chose, c'est juste cette expression. Donc, on va choisir celui-là plus grand que la racine carrée de EB. Donc, la probabilité que n est plus grand que la racine carrée de EB, mais on prend la forme gaussienne, la densité gaussienne. La probabilité plus grande que, c'est l'intégrale de racine carrée de EB jusqu'à l'infini. Et voici la densité gaussienne. Pour simplifier, la probabilité est donnée par cette intégrale. Et est une intégrale qui arrive souvent et on donne un nom à cette intégrale. Et on peut donner le nom de la fonction Q. Donc, par définition, c'est 1 sur la racine carrée de pi, x à l'infini, e à la moins x carré. Donc, ça, c'est une fonction, mais dans le cas où on n'avait pas de MATLAB sur notre ordinateur portable, on utilisait des livres avec des tables, mais maintenant, en tout cas, c'est une commande à MATLAB. Cherchez cette intégrale. Donc, on peut juste transformer cette intégrale qui est la probabilité d'erreur de bit, transformer dans la forme standard pour une intégrale standard qui pour une commande préprogrammée. Et avec un changement de l'argument d'intégration, on change légèrement le format et on trouve directement le x dans la formule ici et juste la racine carrée de EB normalisée par sigma. Donc, on a ici que la probabilité d'erreur pour le système antipodal est donnée par la fonction Q de argument racine carrée de B sur sigma. Mais sigma carré, on utilise deux notations. On utilise sigma carré, mais souvent on utilise la densité spectrale de bruit divisée par 2. Donc, ça, c'est une autre notation. Et quand on met ça dans l'équation ici, nous arrivons à l'expression qui c'est la fonction Q de argument et la racine carrée de 2EB divisé par N0. On peut passer maintenant à le cas de on-off keying.
Et le seul changement avec le développement précédent, c'est juste de changer le seuil. Le problème est exactement le même, sauf que le seuil est différent. Donc, le seuil était racine carrée de EB sur 2. C'est les plus grands, choisir S1. C'est les plus petits, choisir S0. Donc, on remplace dans notre équation précédente le seuil. Donc, ça devient R plus grand que racine carrée de EB sur 2 ici et R plus petit ici. Et en utilisant la même manipulation, on arrive aux mêmes équations, sauf que ici, c'est n plus grand que la racine carrée de EB divisé par 2. Divisé par 2, précédemment, était pas divisé par 2, donc il y a un facteur de 2 qui est différent. Divisé par 2, et quand on fait la transformation pour le mettre dans la forme standard pour la fonction Q, ça devient la fonction Q de racine carrée EB sur 2 sur sigma, ou équivalent Q de racine carrée de EB sur N0. Donc, nous avons trouvé la probabilité d'erreur pour le cas antipodal et maintenant pour le cas on-off keying. Et nous avons une comparaison quantitative de performance relative. Avant, on a dit, on attend que l'antipodal sera mieux parce qu'elle est plus éloignée, les deux symboles. Mais maintenant, nous avons une quantification de cette différence de performance. Donc, en résumé, encore, on-off keying, voici la représentation dans l'espace du signal avec la bonne normalisation pour l'énergie pour bit moyenne et pour on-off keying. Et on voit la différence ici, c'est le facteur 2, un facteur de 3 dB. Donc, antipodal, je vais juste introduire un nom que nous allons voir dans le prochain chapitre du livre. Et ça, c'est Binary Phase Shift Keying, BPSK. Et on a vu pour les lignes de code aussi, c'est un nom qui utilise non-return to zero. Donc, les deux sont non-return to zero. C'est juste ici, c'est pour le S1, ici pour le S1, mais ça s'applique pour le S0 ici, mais ici, le S0, c'est juste 0. Donc, deux choix que nous avons analysés pour quantifier l'amélioration de performance. Donc, nous allons maintenant mettre une graphique pour la probabilité d'erreur pour comparer ces deux formats de modulation, la probabilité d'erreur. Donc, ici, dans le Y, l'axe Y, nous avons le BER parce que c'est une probabilité d'erreur, c'est binaire, donc c'est d'une bit. Nous avons l'échelle logarithmique ici. Donc, on commence en haut avec 1. Et donc, les symboles sont équiprobables. Donc, si j'avais juste à deviner, c'était 0 et 1, j'aurais une probabilité d'erreur de 1,5. Donc, asymptotiquement, le pire cas sera 1,5. Et ça peut descendre. Donc, ici, à la fin, c'est 10 à la moins 8. Donc, qu'est-ce que nous allons par l'axe de X? C'est le rapport signal à bruit. Ce n'est pas le même rapport signal à bruit nécessairement qu'en analogique, mais pour maintenant, c'est la racine carrée de EB sur N0 que nous avons vu dans la slide précédente. Donc, ici, pour le on-off keying, c'est EB sur N0 qu'on met dans la fonction Q. Ici, c'est un facteur. Donc, dans le cas de on-off keying, c'est juste cet rapport directement, et dans l'autre, on aura un facteur de racine carrée de 2 qui en multiplie. Donc, ce rapport, c'est un rapport signal, l'énergie moyenne par bit, divisé par la densité spectrale du bruit. Donc, c'est un genre de rapport signal à bruit. Donc, en utilisant cette expression, donc je mets l'axe de X, c'est cette valeur racine carrée EB sur N0. Donc, quand je mets la graphique, maintenant, la performance de BPSK versus on-off keying, la séparation pour n'importe quel point dans la partie qui est plus asymptotique, disons à 10 à la moins 5, j'ai quelque chose un petit peu plus que 10 ici pour BPSK et les 3 dB de plus pour on-off keying. Donc, pour avoir la même performance, pour avoir la même probabilité d'erreur, j'ai besoin d'une énergie moyenne par bit 3 dB plus fort si j'utilise l'on-off keying au lieu d'utiliser le BPSK.
Donc, le BPSK est beaucoup plus efficace en puissance, en énergie, que l'on-off keying. Donc, encore une fois, j'ai dit que cette fonction Q est utilisée dans plusieurs domaines, pas juste communication. C'est une équation intégrale qui arrive souvent. Il y a aussi une bonne approximation. Si vous avez juste une calculatrice, on peut utiliser une exponentielle qui donne des très bonnes approximations pour cette intégrale pour x plus grand que 3. Mais si vous avez accès à vos portables pour accéder à MATLAB, il y a la fonction programmée qui est le error function. Et la différence entre cette définition et l'error function, c'est très, très similaire. Donc, on peut utiliser cette expression. Donc, si on veut générer cette graphique dans MATLAB, on utilisera cette expression et le x sera l'axe de rapport signal à bruit. Et d'habitude, cet rapport est donné en logarithmique aussi, c'est en dB, les valeurs qui sont là.